Madame, Monsieur, bonsoir. Agritech au menu de questions éco. Ce soir, l'agritech ou cette fusion entre le digital et l'agriculture qui propose des solutions innovantes et ce, sur toute la chaîne de valeur agricole. Il faut savoir que l'Afrique est en passe de devenir un leader mondial en agritech, en sachant que l'agriculture représente déjà quelques 14% du PIB du continent et que le secteur emploie la moitié de la population active africaine. Et d'après Microsoft, eh bien, la valeur de l'agritech en Afrique devrait atteindre 1000 milliards de dollars d'ici 2030. Notre continent est ainsi prêt à devenir le centre mondial des solutions agritech. Et le trend de croissance est révélateur. Entre 2016 et 2019, le secteur agritech a augmenté de 44%. Nous en parlons ce soir avec un expert qui a cofondé une start-up spécialisée dans ces solutions d'aide aux agriculteurs. Hamza Al-Kha Shahad sera notre invité ce soir. Nous ferons le point aussi sur l'évolution de l'agrotechnologie au Maroc. Bienvenue à tous. Hamza Al-Kha Shaham, bonsoir. Je rappelle donc que vous êtes cofondateur de Sowit, start-up destinée aux agriculteurs et aux agro-entreprises. Alors, parlez-nous de l'évolution. Comment le monde agricole a-t-il amorcé et amorce-t-il sa transformation digitale ? Effectivement, vous avez commencé par évoquer l'Afrique et l'Afrique a toujours cette capacité à aller beaucoup plus vite sur les innovations. On observe trois dynamiques de fond qui sont très importantes aujourd'hui dans le monde agricole. Le premier, c'est le fait de pouvoir piloter sa ferme par la donnée, c'est-à-dire de pouvoir connaître son besoin en engrais, son besoin en eau, sa météo de manière assez précise et donc d'aller optimiser durablement les intrants. Le deuxième, c'est un accès au financement qui se fait de manière très intelligente en Afrique en particulier, avec l'émergence de produits comme les produits d'assurance paramétrique, c'est-à-dire qui dépendent de votre performance réelle et qui en fait se transforment quasiment en produits de financement parce qu'ils peuvent vous indemniser avant même l'occurrence du sinistre et donc peuvent vous permettre de vous relancer tout au long de la saison. Et enfin, le visage de l'Afrique qui change, c'est celui des petits agriculteurs qui, à l'échelle du continent, commencent à adopter les technologies. Et donc on observe par exemple en Éthiopie, au Kenya, au Maroc, en Tunisie, qu'on a de plus en plus d'agriculteurs qui accèdent aux technologies comme celle de l'irrigation par exemple, avec plus d'1 million d'hectares par exemple au Maroc qui aujourd'hui sont concernés par les schémas d'irrigation à haute efficience et qui permettent non seulement de sauvegarder cette ressource qui est critique, mais aussi de permettre à l'agriculteur d'atteindre un rendement très important. Tous ces changements-là se font à l'aune d'un environnement institutionnel qui est de plus en plus facilitateur. Premièrement, au niveau des institutions, on le voit avec le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts au Maroc, avec le plan Generation Green à l'échelle du Maroc, qui pousse de plus en plus les technologies pour l'émergence d'un entrepreneuriat rural qualifié. Et à l'échelle du continent, un ensemble d'institutions comme la Banque mondiale par exemple, ou comme l'Union africaine, qui exhortent de plus en plus les États membres à s'avancer sur les technologies de manière à permettre aux agriculteurs de relever le défi qui est finalement celui d'intensifier durablement leur rendement. Et quels sont les autres défis, puisque vous avez parlé du Maroc? Justement, parlons du cas Maroc avant d'élargir aux autres pays africains. Quelles sont aujourd'hui les opportunités en termes d'agritech au Maroc? Vous, en tant que spécialiste, bien naturellement, êtes également aussi en face de certains freins, de certains challenges. Alors, d'abord parlons opportunités, ensuite challenge. Bien sûr. Alors, les opportunités, en fait, elles sont principalement liées à l'émergence aujourd'hui d'un entrepreneuriat rural. C'est-à-dire que le Maroc aujourd'hui se positionne sur l'axe de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient comme un leader. En 2018, le Maroc a exporté près de 7 milliards de dollars de produits agricoles et issus des produits de la pêche. Et donc en cela, il y a le marché qui permet l'émergence d'un entrepreneuriat. Que ce soit un entrepreneuriat autour de solutions pour les agriculteurs, que ce soit un entrepreneuriat rural de production avec des cultures comme on voit la culture aujourd'hui filière très dynamique du palmier dattier ou encore de l'avocatier qui s'impose aujourd'hui à l'échelle de la sous-région. On a donc des opportunités qui sont liées à la nécessité d'intensifier durablement les cultures d'un côté. De l'autre, on a des marchés qui émergent, et notamment, bien sûr, notre marché national, qui émerge et qui présente la possibilité pour les entrepreneurs producteurs ruraux. Donc, par exemple, le Maroc produit 2 millions de tonnes d'agrumes, seuls 500 000 sont exportés, il faut imaginer 1,5 million de tonnes qui finalement finissent sur le marché local. Et ça, c'est une opportunité très importante pour les jeunes ruraux qui donc, du fait de toutes les réformes qui se font sur l'accès aux terres et aux parcelles, peuvent aujourd'hui s'investir dans l'agriculture
et en tirer un revenu qui est de plus en plus avantageux au fur et à mesure du développement du secteur. Et vous sentez vraiment... Allez-y. Non, ouais, simplement, ce qu'on sent effectivement, et je ne sais pas si c'est votre question, mais on a un déclic, un point d'inflexion qu'on observe depuis le plan Génération Green, qui est un plan en fait qui fait la part belle aux solutions innovantes, la part belle au développement d'une classe agricole, d'un milieu rural compétitif, et qui surtout fait la part belle à la préservation de l'environnement. Et c'est des choses qu'on sent au quotidien, parce que les agriculteurs aujourd'hui doivent améliorer leurs marges, tout en préservant leurs ressources. Et l'eau arrive comme la ressource évidemment la plus critique. On le voit dans nos territoires au quotidien. Justement, comment répondre à ce défi de l'eau, de la préservation de l'eau dans l'agriculture? Parce que c'est l'un des plus gros défis finalement, j'ai envie de dire, de l'agritech, ou en tout cas, c'est cette solution que recherchent souvent beaucoup, au-delà de la durabilité, au-delà de la rentabilité, c'est comment préserver l'eau. Bien sûr. Alors, il y a trois axes sur ça et le Maroc alhamdoulilah, été très avant-gardiste. Premièrement, il y a le fait de gérer l'eau et la politique des barrages a très tôt permis de mobiliser le maximum de capacité. Il y a le fait de l'utiliser de manière efficiente et là aussi, les institutions et agriculteurs ont été très avant-gardistes et pionniers pour adopter des technologies comme le goutte à goutte, où vous avez des goutteurs qui vont délivrer 2 à 3 litres d'eau de manière très localisée pour empêcher d'irriguer à outrance, et ce faisant d'habituer les cultures à des niveaux d'eau qu'on ne peut plus se permettre dans les années à venir. Et finalement, il y a les technologies qui permettent de le faire, et c'est le cas aujourd'hui de Sowi, qui entre autres fournit des technologies qui permettent à l'agriculteur de savoir, en fonction de son climat exact, combien il doit apporter d'eau. Et on arrive, ce faisant, à économiser jusqu'à 30% de mètres cubes, donc de la quantité d'eau utilisée, tout en économisant sa facture énergétique, qui à la fin de l'année fait une marge supplémentaire et en même temps une préservation de cette ressource. Très bien, alors vous avez commencé au Maroc et puis vous êtes étendu un peu sur le reste du continent, sur quelques pays du continent. À titre comparatif peut-être, même si on ne devrait pas réellement comparer, mais comment les choses évoluent-elles sur le reste du continent? On a parlé du Maroc, parlons du reste à présent avec vous, Hamza Al-Khachaham. Comment, selon vous, cette évolution, je parlais d'une évolution à 2 chiffres, 46-44%, mais elle n'est certainement pas lisse sur tous les pays de l'Afrique, mais selon votre expérience, à vous, en tant que cofondateur de cette start-up, comment les choses évoluent-elles en termes d'agritech en Afrique? Alors, on voit 3 groupes de pays se distinguer. Il y a des pays qui ont une facilité, des territoires qui ont une facilité à adopter de la technologie pour plusieurs raisons. Un environnement réglementaire facilitateur pour utiliser des innovations, pour communiquer avec des réseaux 4G, des réseaux bas débit. La deuxième raison, c'est des locomotives agricoles, parce qu'il faut des pionniers dans l'agriculture qui sont capables de vulgariser la technologie pour le plus grand nombre. Et la troisième raison, et probablement la plus importante, c'est le soutien des institutions à cette transition environnementale et de production. Et donc, on a des pays dans lesquels on pourrait retrouver le Maroc, le Kenya, l'Éthiopie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, qui sont des pays qui ont misé sur l'agriculture, pas seulement dans leur balance commerciale, mais aussi pour apporter aux agriculteurs dans le monde rural des solutions qui leur permettent de se projeter plus durablement et plus sereinement dans leur quotidien. D'un autre côté, on a un deuxième groupe de pays qui, pour le coup, ont beaucoup plus de mal à adopter ces technologies parce qu'il y a des aspects réglementaires extrêmement complexes pour tout simplement apporter un capteur et le mettre dans votre sol pour comprendre si votre sol a besoin d'eau ou pas, et aussi parce que l'agriculture est vue de manière moins stratégique, en tout cas de par l'historique. Et donc, on retrouve des pays, par exemple en Afrique centrale, sur lesquels il y a une difficulté à construire une agriculture qui soit pérenne et pourvoyeuse d'emplois. Et enfin, on a des pays, on va dire, plus intermédiaires, qui sont des pays qui aujourd'hui se dotent de vraies stratégies agricoles, c'est-à-dire qu'ils veulent faire de l'agriculture un secteur d'exportation, pourvoyeur d'emplois, mais aussi pourvoyeur de meilleures conditions de vie pour les ruraux. Mais c'est extrêmement compliqué parce qu'ils arrivent dans un domaine où la technologie s'est beaucoup développée, dans une technologie où les avances sont plutôt assez consenties et les positions assez prises, et sur lequel il y a un peu de difficulté. Et on pense par exemple à des pays en Afrique de l'Ouest ou en Afrique du Nord, où c'est un peu plus compliqué aujourd'hui pour ces pays d'envisager cette transition sans avoir un historique d'absorption de technologies agricoles et de construction de plans qui visent à hisser le secteur dans sa complexité. Très bien, alors justement, comment démocratiser cette technologie, Hamza Al-Kha?
Alors, il y a plusieurs axes à ce niveau. Pour information, à Sowit, aujourd'hui, on a un suivi qui se fait auprès des agriculteurs. Si vous êtes un producteur de céréales et que vous avez 3 hectares, ça va vous coûter 300 dirhams toute l'année pour obtenir les services au quotidien et le suivi. Donc, on est déjà dans une forme de démocratisation qui est permise par l'accès massifié à la donnée satellite, la donnée des capteurs, et donc qui va permettre très facilement de fournir de la valeur à l'agriculteur. Plus que ça, en fait, il y a aussi le fait d'intégrer et de vulgariser ces technologies du fait des efforts qui sont réalisés par les institutions. On a vu la vitesse à laquelle s'est développée l'assurance paramétrique, par exemple, portée par le ministère de l'Agriculture au Maroc et la MAMDA, qui en quelques années est passée de 0 à 1 million d'hectares, simplement parce qu'il y avait une très forte impulsion au plus haut niveau de l'État et qui a permis aux agriculteurs de se protéger face à ces intempéries. Sans impulsion institutionnelle, c'est extrêmement compliqué de vulgariser et d'amener au plus grand nombre ces solutions. Enfin, il y a le dernier élément, et qu'on oublie souvent, qui est la qualité de la recherche et développement. Au Maroc, on a des institutions comme l'Institut national de recherche agronomique avec lesquelles nous, on travaille au quotidien, à Merchouch, Belfer, Pasjarri, Intaouchtat, dans les différents centres. Et sans ces instituts de recherche, il n'y a pas de capacité à adapter les solutions aux agriculteurs, c'est-à-dire à leurs pratiques, à leur capacité d'intervention. Et aujourd'hui, il y a de vrais plans de développement au niveau de ces institutions-là, de ces organismes-là, et on espère que ces organismes-là et que ces plans vont découler dans les prochaines années sur une vulgarisation de ces outils. En 2020, Sowit a couvert 45 000 hectares de services, donc d'abonnements, qui est effectivement très loin des 8 millions d'hectares dont dispose le Maroc et qui sont à valoriser pour amener le secteur à un prochain niveau de développement. Mais la vitesse de développement des solutions et de mise sous service de ces hectares augure un changement dans les prochaines années assez rapide. Combien de startups justement opèrent dans le secteur au Maroc? À votre connaissance, bien sûr. Oui, aujourd'hui, il y a à peu près une vingtaine de startups qui sont actives dans le secteur. On voit par exemple une initiative récente de l'Impact Lab, qui est un organisme facilitateur qui accompagne les startups, qui a accompagné 8 startups jusqu'à obtenir une aide possible auprès de la CCG, de la Caisse centrale de garantie, et de les aider à amener plus loin leurs projets, à les commercialiser. Et à titre de comparaison, il y a 3-4 ans, il y avait 2-3 startups qui opéraient dans le secteur. Donc on voit qu'il y a l'émergence d'un certain nombre de solutions qui aujourd'hui adressent les besoins spécifiques de nos agriculteurs. Quels sont justement, si on parlait un peu plus globalement de chaîne de valeur agro-industrielle, Hamza Al-Kha, quels sont les maillons qui sont le plus demandeurs de solutions innovantes en termes d'agriculture? Bien sûr. Alors, de manière très concrète, aujourd'hui, l'agriculteur marocain fait face à plusieurs goulots. On peut les résumer un peu. Il y a le goulot du financement. Donc, il y a la difficulté pour l'agriculteur de se financer, notamment sur les saisons difficiles ou notamment lorsqu'il a encaissé 2 années de sécheresse, comme ça a été le cas, pas l'année dernière, mais les 2 années précédentes. Il y a la mécanisation, qui est la capacité de l'agriculteur à mettre de la puissance quand il travaille, à labourer son champ comme il se doit ou à semer comme il se doit pour obtenir une récolte de qualité. Il y a l'accès à l'information. Si demain, vous ne savez pas qu'il fait 46 degrés et qu'il y a un vent Chergui qui met en danger vos cultures, vous n'êtes pas en mesure de réagir et cette information, elle est critique pour pérenniser les productions. Et finalement, il y a un accès à un matériel génétique, à des semences de qualité. Aujourd'hui, par rapport à ces goulots qu'on trouve dans la production, mais qu'on trouve par ailleurs sur l'ensemble des chaînes que vous évoquez, c'est-à-dire en aval sur la commercialisation et le stockage, et c'est-à-dire même en amont sur la fourniture des intrants, qui peuvent être chimiques ou phytosanitaires, on observe principalement 3 enjeux. Le premier, c'est l'information transparente de qualité partagée sur l'ensemble de la chaîne pour que le distributeur sache que cette année, on produit 1,5 million de tonnes et pas 2 millions, que l'agriculteur sache que son champ lui génère 30 tonnes et pas 45. Et donc, toutes ces informations, elles sont extrêmement importantes parce qu'elles génèrent énormément de friction sur la chaîne et empêchent les acteurs de tirer le meilleur de la saison. Le deuxième élément, c'est effectivement l'équipement, la mécanisation, le fait d'équiper les agriculteurs et de les amener, comme l'a fait le plan Maroc Vert, à un niveau d'infrastructure, par exemple en irrigation, qui leur permet de faire face à leurs contraintes. Et tout simplement, aujourd'hui, on creuse à 200-300 mètres pour avoir de l'eau et avec des niveaux de salinité qui ne permettent pas de cultiver comme il se doit. Et donc ces équipements-là sont indispensables pour pérenniser l'activité, mais aussi pour apporter à l'ensemble de la chaîne des produits de qualité. Qui dit qualité dit exportable ou dit avec une certaine valeur sur le marché local.
Enfin, le dernier élément sur l'ensemble de la chaîne, et c'est un élément sur lequel le Maroc a une expérience très forte, c'est l'élément de l'agrégation, c'est-à-dire d'intégrer au maximum cette chaîne pour justement fluidifier les rapports entre les différents acteurs. Et ce qu'une entreprise comme la Cosumar a réussi avec brio, c'est de pouvoir justement faire parler l'ensemble des acteurs et les aligner sur un objectif commun qui finalement amène des économies d'échelle et des gains de productivité qui sont très importants et permet de conforter les acteurs par rapport aux objectifs et par rapport aux résultats qu'ils peuvent obtenir. Et donc c'est vraiment sur ces trois axes-là qu'on voit aujourd'hui une accélération au niveau des écosystèmes marocains, mais aussi au niveau d'écosystèmes ivoiriens, par exemple, qui sont très dynamiques, ou tunisiens. Et l'exemple de Cosumar est certainement à reproduire justement par rapport à cette question d'agrégation. Mais quand vous me parlez de données, Hamza Al-Khacham, il y a bien sûr cet élément de crainte par rapport aux données. Comment justement protéger la propriété et l'usage de ces données? Parce que bien sûr, les données, c'est le nouvel or mondial, mais il y a beaucoup de craintes par rapport à la protection de ces données. Comment cela se passe-t-il d'abord au niveau national et de beaucoup plus continentale en Afrique? Bien sûr. Alors, au niveau national, il y a déjà un cadre réglementaire qui a souligné, c'est la loi 0908 par le CNDP, donc relatif à la protection des données à caractère personnel. Donc, on a au Maroc un cadre dans lequel opèrent les acteurs et qui protège la donnée personnelle des agriculteurs autant que la donnée personnelle des autres citoyens. C'est extrêmement important parce que ça crée des barrières à l'utilisation de cette donnée, barrières qui ont par exemple en Europe découlé aujourd'hui sur une réglementation RGPD encore plus resserrée parce que énormément d'abus étaient liés au non-respect de ces barrières. Donc on a un cadre et c'est ce cadre à partir duquel opèrent les acteurs. Le deuxième niveau, c'est le niveau d'émergence d'acteurs qui sont capables de maîtriser la donnée. Vous le savez très bien, rien n'est garanti à 100% et on voit aujourd'hui des mastodontes, des GAFA obtenir des problématiques. Absolument. Comme ça a été le cas de LinkedIn récemment sur plusieurs millions de comptes d'ailleurs marocains. Mais plus on aura des acteurs en capacité de maîtriser la donnée qu'ils manipulent, plus on sera en mesure de limiter les risques liés à ces données. Et là, en fait, je parle d'acteurs à la fois à grande échelle, télécom, comme ça a été le cas par exemple d'acteurs télécoms dont je ne citerai pas le nom, mais qui se sont dotés de capacités cloud locales au Maroc, c'est-à-dire de capacités de serveurs et de stockage national, qui permettaient de mieux maîtriser dans un certain sens la territorialisation de ces données. La souveraineté de la donnée finalement, si on peut parler de souveraineté de données dans ce domaine aussi. On peut parler de souveraineté digitale carrément parce que ces données de nos agriculteurs, premièrement, elles les concernent en premier lieu et c'est leur droit de les supprimer, de les maintenir, de les stocker où ils veulent. Deuxièmement, ce sont des données nationales qui ont une valeur pour l'ensemble de la filière. Aujourd'hui, il faut imaginer si vous avez des compétiteurs qui savent combien le Maroc va produire exactement en milliers de tonnes en palmiers dattiers, vous pouvez imaginer des stratégies pour contrecarrer, par exemple, un axe d'exportation ou un axe de valorisation. Donc, elles ont un enjeu par rapport à la compétition qui existe à l'échelle des filières. Et finalement, il y a un enjeu éthique qui est celui, tout simplement, de pouvoir maintenir l'ensemble des éléments qui concernent les citoyens marocains dans un environnement où on est relativement capable de le maîtriser et de le protéger. Alors, l'autre grand défi, et vous l'avez cité tout à l'heure, il s'agit de financement. Alors, pour le coup, en Afrique, l'agritech est le deuxième secteur des financements en fonds propres pour l'année écoulée, enfin l'année passée plutôt. Alors, est-ce que finalement, est-ce qu'on ose financer des solutions innovantes pour augmenter la durabilité? Est-ce que c'est quelque chose, parce qu'on parlait de démocratisation, et c'est quelque chose qui se fait davantage aujourd'hui? Comme on va acquérir du nouveau matériel, eh ben on va acquérir de nouvelles solutions d'agritech dans le secteur Hamza Al-Kha. Alors, effectivement, de par les orientations prises par le plan Generation Green, et la nécessité de faire émerger cette classe d'entrepreneurs ruraux et de pourvoyeuses d'emplois pour l'ensemble du territoire national, il y a cette volonté-là forcément d'amener l'agriculture à un prochain niveau de durabilité et de production. Et donc effectivement, cela passe par le financement d'un certain nombre de solutions. C'est déjà été le cas sur certaines solutions pour le plan Maroc Vert, où ont été financées des capacités d'irrigation localisées qui sont extrêmement importantes pour préserver les ressources hydriques. Et on espère que ce sera le cas
dans les différentes orientations concrètes qui seront prises par le plan Generation Green, parce qu'après avoir installé cette infrastructure et cette capacité d'intervention, la prochaine étape, c'est évidemment de pouvoir donner accès à des solutions qui permettent tout simplement de la mettre en action et de tirer le meilleur des saisons. Ceci étant dit, on a un certain nombre d'interactions, l'ensemble de l'écosystème agritech qui sont extrêmement positives, que ce soit avec les fédérations d'agriculteurs, comme c'est le cas de l'Interprolive sur les oliviers ou de l'Association marocaine des multiplicateurs semenciers, avec le ministère de l'Agriculture et avec aussi les locomotives, comme ça a été le cas, on l'a cité par exemple de Cosumar, qui en réalité augure une évolution très favorable aujourd'hui à l'utilisation de ces données-là, qui ont prouvé leur valeur ajoutée, que ce soit en termes d'augmentation des marges nettes des agriculteurs, mais aussi en termes de préservation des ressources, et notamment des ressources critiques aujourd'hui, que sont la qualité de nos sols, l'eau, mais aussi, de plus en plus, on le voit aujourd'hui, la qualité des productions qu'on peut générer au Maroc. On pense à des cultures comme les agrumes, le palmier dattier, les oliviers ou les pommiers, par exemple. Comment cette expérience est-elle partagée au niveau du continent Hamza El-Kha et notamment en termes de fertilisation? Parce qu'on le sait aujourd'hui, la fertilisation intelligente est un élément central, si ce n'est l'élément central de la sécurité alimentaire dans le continent. Bien sûr. Alors, à notre niveau, en fait, il faut savoir qu'on réalise aujourd'hui plus de la moitié de notre activité en Afrique subsaharienne, donc Côte d'Ivoire, Éthiopie, Sénégal, Burkina Faso. Et ce qu'on observe sur ces territoires-là, c'est, on va dire, principalement deux axes. Le premier, c'est qu'on a effectivement un véritable changement sur le terrain, c'est-à-dire un ensemble d'acteurs qui investissent massivement dans l'agriculture parce qu'ils se rendent compte que ce secteur est extrêmement porteur du fait de l'émergence de classes moyennes locales, mais aussi du fait du potentiel du continent en termes de sol, de qualité de sol, de disponibilité en ressources hydriques ou encore de potentiel humain. Donc le premier axe, effectivement, c'est qu'on observe une émergence et dans certains territoires plus que d'autres. Par exemple, l'Éthiopie, avec l'agence de transformation agricole qui dépend du ministère de l'Agriculture, a été très avant-gardiste pour accompagner les agriculteurs, le plus grand nombre, et leur apporter ces solutions. Le deuxième, on va dire, axe qu'on observe aujourd'hui à l'échelle du continent et par rapport au sujet de la fertilisation, qui est effectivement central, vous avez raison de le souligner, et il est double. Le premier, effectivement, c'est aujourd'hui la mise à disposition de l'engrais pour le plus grand nombre. On était sur des niveaux d'utilisation d'engrais il y a encore quelques années qui n'excédaient pas les 40-50 kilo-hectares dans certains territoires ouest-africains et on commence à les massifier du fait du dynamisme de certains industriels du secteur, mais aussi du fait des incitations qui existent aujourd'hui sur ces territoires. Un pays, par exemple, comme la Zambie, dans lequel on a travaillé, a développé tout un système de e-voucher où l'agriculteur reçoit de manière numérique un bon qui lui permet d'aller accéder auprès d'un réseau de distributeurs à une quantité d'engrais. Enfin, le deuxième élément qui est très important à souligner, c'est l'émergence aussi de nouveaux produits organiques, biofertilisants, de nouvelles formulations sur des produits traditionnels qui sont extrêmement importantes. Premièrement, parce qu'elles sont issues d'une recherche et développement africaine, l'Afrique par l'Afrique et pour l'Afrique, et aussi parce qu'elles ont un potentiel d'adaptation aux besoins des agriculteurs africains et surtout aux besoins de leur sol qui est extrêmement important. Et c'est extrêmement décisif, on ne le voit pas assez, mais ça représente un avantage compétitif par rapport au reste du marché qui est très important et qui va permettre aux agriculteurs, comme ça a été le cas en Éthiopie, avec des formulations qui ajoutaient le soufre aux engrais parce que c'est l'un des éléments qui manquent aux terres dans les régions de l'Oromia et de l'Amhara et qui ont eu un impact direct sur la production de céréaliculture en Éthiopie et donc sur le site agriculteur éthiopien. Alors, est-ce que la R&D, justement, puisqu'on parle d'agritech, c'est un secteur comme tout secteur technologique qui est en constante évolution. Donc, la R&D est prise en charge finalement par vous en tant que start-up africaine, la vôtre et d'autres start-up qui opèrent dans le secteur de l'agritech. Exactement. Alors, il y a deux éléments à prendre en compte. La R&D, elle est toujours en partenariat. Donc, on a des partenaires avec, par exemple, en Éthiopie, ILRI, qui est le centre de recherche spécialisé sur les fourrages. Au Maroc, l'Institut national de recherche agronomique. On a une convention cadre. Ou encore sur des sujets de développement de culture tropicale avec le CIRAD, qui est un institut de recherche dont une des divisions Ortis est basée à Dakar.
Donc ça se fait en partenariat. Pourquoi? Parce que ces centres-là consolident des décennies de recherche et des décennies de compréhension de l'évolution des cultures sur les territoires. Donc ça, c'est le premier axe, c'est le partenariat. Et en fait, vous avez raison de le souligner, le deuxième axe est à un autre niveau, parce que nous sommes, je parle des écosystèmes start-up technologiques en général, capables, premièrement, de confronter ces données-là à d'autres types de données. Dans le cas de Sowit, c'est par exemple à l'imagerie satellite, pour faire qu'à chaque fois que vous prélevez une imagerie satellite, vous comprenez mieux votre culture. Deuxièmement, parce qu'on est capable d'aller très très vite vis-à-vis du terrain et donc d'aller très très vite vis-à-vis des agriculteurs. Et on le voit, en 18 mois, on passe de quelques hectares sous gestion à 45 000 hectares. Et donc c'est une capacité qui permet de mettre à l'échelle et donc d'impacter de manière beaucoup plus large les territoires. Et enfin, parce qu'on joue sur une scène qui est internationale et on est une start-up marocaine, mais on mobilise des expertises à l'échelle internationale. On a des bureaux à Tunis, on a un bureau à Dakar, on a un bureau à Montpellier, à Paris, et on est en train de développer des bureaux sur d'autres territoires. L'enjeu est de mobiliser, dans un certain sens, la matière grise nationale et internationale qui est nécessaire à relever ces changements, qui passent, pour résumer, par l'accélération des cycles de développement. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 5 ans à développer un produit qui est de l'agriculteur, à connaître son rendement, c'est-à-dire à prendre une image de son arbre et à savoir exactement combien il va produire, donc combien il pourra vendre, on le fait en 6 mois. Et aujourd'hui, on a des agriculteurs au Maroc qui bénéficient de ces solutions au sens large. Merci beaucoup Hamza Al-Khachaham, cofondateur de Sowit, start-up destinée aux agriculteurs et aux agro-entreprises. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir sur l'agritech et de nous avoir rapprochés davantage de ces solutions innovantes. Merci à vous. Très bonne journée. Voilà, c'est la fin de Question Éco. Très bonne soirée à tous.